voilà, nous on prêcherait plutôt un RIC en toute matière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation. Mais on considère que le référendum d'initiative citoyenne, si lui-même n'est pas accompagné de médias qui sont eux-mêmes, on va dire, sains, en fait, c'est un véritable problème démocratique. Donc bonjour Stéphanie. Ma formation, alors déjà avant la formation, je viens d'une famille d'artistes. Mes parents étaient musiciens et mes frères et sœurs travaillent beaucoup dans le graphisme, tout comme moi. Je me suis d'abord lancé dans des études techniques autour de l'optique, donc optique instrumentale. C'était travailler par exemple sur des systèmes type appareil photo, télescope et ainsi de suite. Et puis je me suis lancé dans des études artistiques avec une école qui m'a permis de faire une formation dans les jeux vidéo en tant que graphiste. Ça m'a permis de travailler donc un certain temps dans cette industrie-là en tant que graphiste. Je me suis progressivement spécialisé dans ce qu'on appelle interface et expérience utilisateur. Quelle école? Donc l'école LISA, l'Institut supérieur des arts appliqués. Et donc voilà, j'ai travaillé à peu près une dizaine d'années dans le milieu. Et puis je me suis mis à mon compte en tant que graphiste indépendant. J'ai par ailleurs appris à programmer par moi-même. Il y a beaucoup de choses en fait que j'ai pu apprendre par moi-même. Donc voilà, aujourd'hui je suis développeur et graphiste indépendant. Voilà, avec plus ou moins de travail parce que le fait de travailler, on va dire, tout ce qui est artistique et technique, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est, on va dire, communication, tout ce qui est marketing, voilà, c'est plus difficile pour moi. Vous recherchez quelqu'un? Mais voilà. Vous recherchez un associé, un agent? Ouais, tout à fait. Si je pouvais m'associer avec quelqu'un, ça serait super. Et là, donc, on va parler principalement de Vigimedia. Absolument. Alors, on lance un appel donc d'association. N'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Ouais. Et on va parler de Vigimedia. L'aventure a commencé en 2015, c'est ça? Ouais. Alors, je vais peut-être reparler un tout petit peu de mon parcours aussi, cette fois-ci, en tant que militant et en tout cas personne qui s'est éveillée progressivement. Globalement, je suis une personne qui a toujours été méfiant de la télévision, des politiques. Mes parents, eux, voilà, n'avaient pas la télévision pendant un certain temps et puis étaient assez critiques par rapport à ça. Donc déjà, il y a tout ce bain culturel. Et par ailleurs, voilà, je comprenais bien que les médias, les politiques nous mentaient et donc je me désintéressais complètement de la cause. Et puis en fait, c'est en 2009 que j'ai commencé personnellement à m'ouvrir à l'information, on va dire, alternative, suite au visionnage d'un documentaire qui s'appelait Zeitgeist. Ça, je l'ai partagé à d'autres personnes qui m'ont dit je suis allé voir sur Internet et ça m'a ouvert des portes. Et à partir de ce moment-là, voilà, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle l'information alternative. Et le documentaire parlait de quoi? Alors, le documentaire était en 3 parties. Il y avait une partie qui parlait notamment des attentats du 11 septembre, une partie qui parlait de qui a commandité la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'était des informations que j'avais jamais entendues, qui étaient assez surprenantes voilà, pour moi. Mais sourcées? Ouais, plutôt, ouais. C'était un travail sérieux? C'était un travail sérieux. Alors évidemment, il n'y avait pas toutes les sources, mais globalement, c'était quand même sérieux. En tout cas, moi, ça m'a donné cette impression-là. Et quand j'ai pu creuser, oui, évidemment, j'ai vu que c'était pas du flan. D'accord. Donc cet éveil-là en 2009, à partir de ce moment-là, je travaillais aussi en tant que graphiste et je me suis installé un petit programme qui me permettait de copier-coller du texte et de l'avoir sous forme audio. En tant que graphiste, je pouvais d'un côté dessiner et de l'autre en fait écouter plein de choses, sachant qu'à l'époque les vidéos commençaient un petit peu à se démocratiser, mais c'était quand même très très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Et donc voilà, je me suis fait toute une culture. Assez rapidement, je me suis rendu compte que le thème de la souveraineté nationale était un thème extrêmement important, et notamment par rapport à l'Union européenne. J'ai adhéré en 2013 à l'UPR, donc le parti de François Asselineau. Suite, en fait, il voulait se présenter en fait en 2012. Il avait fait un programme que je trouvais vraiment excellent et ça m'a poussé à me dire allez, je vais m'y mettre.
Et un an avant, jamais j'aurais pu croire adhérer à un parti. J'ai été assez actif pendant un moment et puis bon voilà, je me suis concentré sur d'autres choses. Donc je suis encore sympathisant par rapport à l'UPR, mais je me suis beaucoup dégagé de cette activité. Et j'ai également pris connaissance de ce qui est, on va dire, la véritable démocratie directe, avec notamment les travaux d'Étienne Chouard. Alors c'est pas le seul, mais c'est vraiment lui qui m'a ouvert la porte de la connaissance par rapport à comprendre déjà que nous ne sommes pas en démocratie aujourd'hui. Et donc en fait tout ça c'est des thèmes qui sont traités par Vigimedia. Vigimedia, donc ça s'est fait à la base par une idée de Sylvain Baron, qui était une personne que je suivais d'abord sur son blog et que j'ai rejoint dans un second temps en fait à une époque où il proposait différents projets. Il commençait déjà un petit peu à décrocher les drapeaux européens, donc justement pour à la fois combattre le rôle de l'Union européenne par rapport au fait qu'ils usurpent la souveraineté française. Mais il travaillait sur d'autres projets, notamment celui sur lequel je l'ai rejoint, c'était l'idée de franciser la monnaie. La monnaie, donc l'euro, le nom en lui-même déjà, c'est un symbole extrêmement puissant. Pour certains, l'argent est égal Dieu. Aujourd'hui, où on a quand même une spiritualité qui a beaucoup évolué, on va dire, ces dernières années. Et donc, lorsque on s'échange ces euros, c'est d'une certaine façon, dans l'inconscient de chacun, faire la promotion de l'Union européenne. Et donc, il avait un projet qui consistait, avec des tampons, de marquer le mot franc sur les billets. Et donc en fait de pouvoir faire réagir le public, et le tout évidemment de façon très sourcée, c'est-à-dire que lorsqu'un billet est on va dire taché, il peut encore être échangé, il n'y a pas de problème, et donc voilà, c'est l'occasion de faire passer un message. Donc moi je l'ai rejoint là-dessus en tant que graphiste, je lui ai dit moi je vais te donner un coup de main. Et très rapidement, en fait, j'ai bossé avec lui sur un magazine qui s'appelait Poil à gratter, qui était donc un magazine gratuit, type 20 minutes, métro, donc qui allait se financer par la publicité locale et qui était distribué sur Bordeaux, donc ville dans laquelle Sylvain lui habitait à l'époque. Donc moi j'ai travaillé en tant que maquettiste sur ce journal. Et puis en fait ça a duré à peu près un an. On a ensuite fait une première manifestation devant les médias. Alors à la base on avait commencé devant l'Assemblée nationale. L'idée en fait c'était de faire pression sur les lieux de pouvoir en tant que peuple, évidemment sans violence, mais pour montrer en fait à quel point nous ne sommes pas d'accord avec la politique actuelle. Donc c'était celle de Hollande à l'époque, mais en fait c'est la même politique finalement, une politique mondialiste, une politique qui détruit la France. Donc Vigimedia est né en 2015. Alors d'une certaine façon, oui et non, dans le sens où les manifestations médias ont commencé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait commencé devant l'Assemblée nationale, on s'est fait nasser, donc moi c'était ma première expérience, puis ça s'est ouvert, et puis il y a une sorte de dispersion avec certains qui ont voulu partir directement aller voir le président de la République, tandis que d'autres sont allés devant BFM, et c'est là que ça a été la première. Alors moi je me suis un peu perdu en chemin, mais en gros je faisais quand même partie de l'Assemblée. Et puis en fait on a continué ensuite au début chaque mois à le faire. Vigimedia, en fait le nom Vigimedia il est apparu beaucoup plus tard, il est apparu en 2021 il me semble, à l'époque où d'autres personnes nous ont rejoints, donc notamment Marie-Charlotte qui fait encore partie du collectif, ce qui était le collectif et ce qui est devenu une association après coup. Et Florence aussi, donc, qui était une personne très active, qui était une suspendue. Voilà. C'est une association depuis 2021 ? Et donc non, à l'époque c'était un collectif donc, qui a pris ce nom Vigimedia, et c'est devenu une association en 2025 il me semble, peut-être 2024, c'est plus tout à fait clair dans ma tête. Et donc voilà, moi je me suis proposé de devenir président parce qu'il en fallait un. Ça m'a permis d'une certaine façon aussi, moi j'étais un homme de l'ombre, ça m'a permis de me mettre un petit peu plus en avant et d'être un peu plus actif, ça a permis de structurer le mouvement. Et donc voilà, aujourd'hui, pour ceux qui verront la vidéo plus tard, nous sommes en mai 2026.
Nous sommes en 2026 et Oui. on peut vous rencontrer les samedis devant des médias subventionnés. C'est ça. Alors donc c'est vraiment devenu notre marque de fabrique que d'aller physiquement devant les grands médias, en l'occurrence là c'est parisien. On espère peut-être plus tard aussi le faire en région. Mais donc l'idée c'est vraiment d'interpeller les journalistes sur place. On arrive à en croiser parce que voilà, beaucoup de personnes vont nous faire la remarque que on manifeste dans des lieux qui sont relativement vides en termes de public et c'est vrai que c'est quand même plus difficile là-dessus et ça freine beaucoup de gens pour venir. Mais d'un autre côté, on va vraiment devant ce symbole des pouvoirs et même si le samedi, il y a moins de personnes qui travaillent dans les médias, il y a toujours des personnes et on a l'occasion de pouvoir rencontrer de temps à autre des journalistes avec qui on peut échanger. Et vous avez eu des conversations intéressantes ? Alors, on en a eu quelques-unes, mais souvent les journalistes sont quand même assez fuyants. Ils ne sont pas forcément dans une position très agréable parce que on les met devant leurs responsabilités. Mais on avait eu à l'époque des Gilets jaunes, on a eu une discussion assez longue quand même avec la présidente de BFM qui a bien voulu discuter une petite demi-heure avec nous. Les vidéos sont encore en ligne. Et donc voilà, c'est quand même intéressant de pouvoir échanger directement avec, alors que ce soit les personnes on va dire connues qui sont en haut de la hiérarchie, qui eux vont évidemment essayer de se défendre, essayer de montrer leur point de vue, mais c'est intéressant aussi de réfléchir que le journalisme, pour beaucoup, c'est des hommes de l'ombre, des pigistes, des personnes des techniciens, des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir, qui ne reçoivent pas forcément d'énormes salaires, et c'est tout ça à la fois les journalistes. Et donc nous, il y a un texte évidemment qu'on met beaucoup en avant, c'est la Charte de Munich, qui est le texte déontologique des journalistes, qui a été écrit en 71 et qui donne 10 devoirs et 5 droits aux journalistes. Donc le plus souvent, en fait, on se concentre sur les devoirs. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment importants. Ça commence évidemment par dire la vérité. Ça va être pouvoir protéger les sources. Ça va être ne pas faire un métier de propagandiste ou de publicitaire. De rectifier l'information quand elle est fausse. Voilà, il y a un certain nombre d'articles. Mais on a aussi des droits. Et les droits sont censés en fait protéger les journalistes aussi d'une certaine façon. Et donc ce qu'on met aussi en avant, c'est que malheureusement, aujourd'hui, le journalisme, en tout cas les médias, ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, il est quand même principalement détenu par des milliardaires qui, d'un côté, vont mettre en avant leur point de vue, directement ou indirectement, c'est-à-dire que parfois il peut y avoir des pressions qui vont être faites sur les journalistes, mais le plus souvent ça va être de l'autocensure en fait, auprès des journalistes qui ne veulent pas perdre leur emploi, qui ne vont pas forcément oser traiter certains sujets parce qu'ils sont considérés comme mauvais, comme non acceptables. Et nous, voilà, ce qu'on dénonce, c'est pas forcément l'idée que y a des sujets qui sont traités aujourd'hui, par exemple, lorsque les médias vont soutenir l'Union européenne. Pour nous, il n'y a pas de problème dès lors que, en fait, il faudrait qu'il y ait une voix qui puisse en fait la contredire. Et donc, on souhaiterait qu'il y ait finalement de la contradiction dans les médias et de la pluralité d'opinion. Vous pensez qu'il fabrique des candidats politiques ? C'est évident. Quand on voit Macron, qu'en 2017, 2016 du coup, 2016-2017, la couverture qu'il a reçue, c'était une personne qui était inconnue du grand public. Et donc évidemment, les médias l'ont fait connaître. Et c'est assez terrible parce que c'est vraiment le temps d'exposition dans les médias qui fait les élections. On parlera peut-être après justement de démocratie et du problème de l'élection qui permet déjà de ne pas voter nous-mêmes nos lois, mais aussi de mettre des super-héros face à nous, de mettre des personnes qui vont présenter des programmes avec lesquels il y a des idées sur lesquelles on est d'accord et d'autres on ne l'est pas, et surtout des personnes qui ont plus intérêt à être des bons comédiens que des personnes qui vont bien gérer la cité. C'est-à-dire que le problème numéro 1 d'un politique aujourd'hui, c'est de se faire élire. Évidemment, je parlais tout à l'heure des médias privés, mais il y a les médias publics qui jouent également leur rôle. Là, en ce moment, ça s'est terminé, mais on ne sait pas si ça va être enterré ou non. Il y a eu la commission par rapport aux médias publics qui a montré vraiment un certain nombre, à la fois sur, on va dire, l'argent et en même temps sur les idées qui sont proposées, de gros problèmes qui ont lieu dans les médias publics. Que ce soit évidemment par la télévision, donc France Télévisions, mais aussi la radio, donc Radio France, les différentes radios.
Sachant qu'on oublie souvent, mais dans les médias publics, il y a aussi France 24 Monde, avec RFI également, qui ont leur petit rôle à jouer. Vous faites référence au rapport du député Charles Laloncle. Oui. Il dénonce des dérives et des corruptions. Absolument, oui. Alors, beaucoup de problèmes d'argent. Ça, vraiment des dépenses complètement folles. Alors de mémoire, je crois que le France Télévisions, c'est 3 milliards d'euros par an, un truc comme ça. Avec, autrefois, il y avait la redevance. C'est-à-dire que moi, la redevance, je ne la payais pas parce que je n'avais pas de télévision. Depuis, alors je ne sais plus, ça fait peut-être 4-5 ans, je ne me souviens plus exactement, mais la redevance a été enlevée. Donc chic, on ne paye plus de redevance, mais en fait, finalement, on la paye autrement par nos impôts. Oui, des gros problèmes d'argent avec certaines personnes qui vont avoir des salaires incroyables, des dépenses inconsidérées sur différentes choses, et donc d'un autre côté, également on va dire du copinage. A été mis particulièrement en avant la société Media One, qui n'est pas un média en tant que tel, mais qui est une société de production dans laquelle il y a un certain nombre d'acteurs qui mettent des billes. Et il y a beaucoup d'argent à se faire là-dessus. Donc voilà, Charles Laloncle a mis en avant tout ceci. Et c'est vraiment très grave parce que si en fait le rapport est enterré, ça voudra dire que non seulement le rapport ne sera pas forcément diffusé auprès du grand public, mais surtout en fait on va interdire de le diffuser. Alors moi j'ai tout archivé, par exemple au niveau des vidéos qui ont été faites au niveau de l'Assemblée nationale, mais ça pourrait être simplement utilisé pour moi-même, dans le sens où on n'aura plus le droit, a priori, de le diffuser. Donc ça, c'est un véritable problème de démocratie, parce que, je le rappelle, ces commissions sont quand même payées par nos impôts, qui, en fait, choisit d'interdire finalement aux Français d'accéder au contenu qu'ils ont payé eux-mêmes. C'est un véritable problème. Comme moi, je trouve ça complètement fou également que l'INA, donc les archives nationales françaises, en fait, ne puissent pas être accessibles à tous gratuitement. C'est-à-dire que si on veut intégrer des vidéos, des audios qui viennent de l'INA, en fait, c'est soumis à droit d'auteur. Donc voilà, c'est quand même assez particulier. Vous êtes inquiet pour l'état de la liberté d'expression en France ? Alors, c'est quelque chose que moi que j'observe quand même depuis 10, 15 ans, qui évolue beaucoup. En effet, à la fois on voit une véritable volonté de fermer les bouches de chacun, et pour moi il y a vraiment eu tout à coup avec l'arrivée d'Internet une énorme liberté à la fois d'expression mais aussi de diffusion qui s'est faite, avec très peu de contrôle dans un premier temps qui existait. Et clairement, en fait, c'est quelque chose qui est dangereux pour le pouvoir en cours. Donc quand je dis pouvoir, ça va être, on peut penser évidemment au pouvoir politique, mais également au pouvoir, on va dire, de l'argent, de la finance. C'est-à-dire que tout ceci peut fonctionner grâce au mensonge. Et donc, toute cette corruption, clairement, l'information, on va dire, alternative, la met en péril. Et donc là en ce moment il y a beaucoup de choses qui se font, vous avez peut-être entendu parler de la volonté d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vous pensez que c'est pour protéger les enfants ? À mon avis, il faut poser la question. Je suis là pour ça. À mon avis, il y a un petit fond de vrai là-dessus. Mais il y a surtout une grosse couche de ça va servir d'autres intérêts. Et ça va servir l'intérêt justement de cadenasser l'information sur Internet. C'est toujours, en fait, on va toujours vous donner des bonnes raisons de faire les choses avec beaucoup d'émotion. Donc là, le sujet des enfants, c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd. Et plus encore là avec les révélations qui ont été faites ces derniers temps avec l'affaire Epstein. Il n'y a pas d'enquête sur l'affaire Epstein. Donc comment ce pouvoir peut prétendre vouloir protéger les enfants en interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? Alors en fait, ils vont dire, à mon avis, c'est un sujet plus large qu'Epstein. C'est-à-dire que malheureusement, ce sujet de la sécurité des enfants, c'est un sujet qui a tout le temps existé. Et qui
qui s'est diffusée par Internet. Donc pour moi, clairement, il y a quelque chose à combattre là-dessus. C'est pas aux parents d'élever leurs enfants finalement et de leur poser des limites. Alors je suis absolument d'accord, c'est aux parents de gérer ça. Mais en même temps, c'est au pouvoir public que de combattre les réseaux qui peuvent exister. Et donc là-dessus, pour moi, ça ne doit pas se faire en fait par un contrôle général en faisant une loi comme ceci. C'est-à-dire, on a des services de police qui sont extrêmement performants, qui ont la capacité d'enquêter sur ces réseaux. Et c'est pas en fait en faisant du contrôle général, du contrôle social sur l'ensemble de la population qu'on va régler le problème. Au contraire, en fait, c'est perdre en fait notre capacité à être responsable de nous-mêmes. Et dès lors en fait qu'on va proposer des lois, en fait ça nous enlève cette responsabilité. Donc oui, les parents ont une grosse responsabilité. D'un autre côté, l'État a une responsabilité, mais pas en fliquant tout le monde, en y allant de façon entre guillemets, alors un mot de novlangue chirurgical, qui est un mot de novlangue parce que voilà, le vocabulaire c'est extrêmement important pour ces médias pour faire passer des idées. Mais ça peut être intéressant, nous, de les reprendre tout en les pointant du doigt. Et donc, voilà, l'État, normalement, aurait la capacité, comme on va dire la guerre au terrorisme. On a les capacités, en fait, d'enquêter sur les réseaux et de les démanteler. Mais ce, en fait, sans forcément faire du contrôle total et de s'introduire dans la vie privée de chaque citoyen. Alors, démocratie directe, ça va être un terme qui permet de montrer que le citoyen peut lui-même directement avoir un lien avec le pouvoir. Aujourd'hui, ce qu'on appelle démocratie ou parfois démocratie représentative, c'est un système dans lequel le citoyen va élire des maîtres qui vont décider à leur place. En démocratie directe, l'idée c'est que le citoyen puisse lui-même voter ses lois, être à l'initiative de ses lois, et ne pas être dépendant finalement d'une personnalité qui va décider à sa place. La personnalité actuellement, elle est élue avec un programme qui va présenter des points qui sont intéressants, d'autres qui le sont moins, c'est-à-dire que chacun va pouvoir y trouver son compte et va présenter une sorte de paquet cadeau, entre guillemets. Dans ce paquet cadeau, il y a toujours des choses qu'on aime et d'autres qu'on aime moins. En démocratie directe, en fait, on va segmenter tous les sujets et on va pouvoir se dire, sur tel ou tel sujet, j'aimerais bien créer une loi qui va permettre ceci ou cela. Ou bien j'aimerais défaire telle ou telle loi. J'aimerais modifier la Constitution. J'aimerais retravailler ce traité international. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les matières. Lorsqu'on parle, par exemple, du RIC en toute matière, les matières, ça va être, par exemple, la Constitution, travailler sur la Constitution, ou travailler sur la loi, faire ou défaire une loi. Ça peut être aussi virer un élu, et ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de matières qui peuvent être traitées en démocratie directe. Et surtout avoir donc cette initiative qui se fasse par les citoyens, c'est-à-dire que chaque citoyen va pouvoir en fait proposer des idées et donc ces idées vont être présentées à l'ensemble des Français et s'ils recueillent en fait un certain nombre de voix, en fait ce sujet va ensuite être présenté à l'ensemble des Français qui va dire oui ou non, je souhaite que cette loi par exemple soit faite. Donc à la fois c'est déclenché par des citoyens et à la fin c'est également approuvé par les citoyens, par référendum. Alors évidemment certains vont dire mais on ne peut pas voter sur tout et n'importe quoi. Si en fait on peut. On n'est pas obligé de se déclarer sur tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que voilà, en tant que citoyen, on a le droit de s'intéresser à tel ou tel pan de la politique, mais en fait, c'est quand même un outil extrêmement important. Et donc, ce fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne, c'est donc un sujet qui a été mis très en avant par les Gilets jaunes. Peut-être on reviendra après sur les Gilets jaunes, mais voilà, qui pour moi est extrêmement important. Et
qui mérite en fait d'être un petit peu creusé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas le RIC, mais il y a les RIC. Il y a différentes façons de faire des référendums d'initiative citoyenne. Et vous avez un site qui s'appelle Label RIC, qui est vraiment une référence moi, que je donne souvent, qui en fait va analyser différentes propositions de RIC faites par des hommes politiques divers et variés, par des groupes, et qui va les noter par rapport à un barème qui a été lui-même basé sur la volonté des Français, et qui permet de montrer en fait qu'il y a des sujets qui sont importants. Et donc, il y a ce que je pourrais appeler, entre guillemets, des faux RIC, c'est-à-dire être capable de lancer des initiatives sur certains sujets, mais pas d'autres. Et il y a un sujet qui est plus important que tous les autres, qui s'appelle modifier la Constitution, donc le RIC constituant. Parce que la Constitution, en termes de droit français, c'est ce qui est au-dessus de tout le reste. Donc c'est au-dessus des traités, donc même des traités européens, c'est au-dessus des lois, c'est au-dessus des décrets et ainsi de suite. C'est vraiment tout en haut de la pyramide des normes. C'est la hiérarchie des normes. C'est ça. Et donc en fait, obtenir le RIC au moins en termes constituants, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Et actuellement, en fait, c'est là qu'on est véritablement bloqué. Et donc, Étienne Chouard, lui, fait un travail de pédagogie très, très important là-dessus. Voilà, moi-même, il m'a ouvert les yeux. Mais c'est pas lui, en fait, qui a été l'initiative de réfléchir, en fait, le RIC. L'ancêtre du RIC, c'était le RIP ? Alors oui, référendum d'initiative populaire, à ne pas confondre avec référendum d'initiative partagée ou parlementaire, qui est actuellement, donc, alors j'ai plus l'article en tête, mais c'est présent dans la Constitution de la Ve République. C'est ce qu'on a vu notamment à l'époque où il y a eu donc le référendum donc, sur le RIP, sur l'aéroport de Paris. Ah oui. C'était un petit peu avant le Covid, c'était en 2019. Et donc, en fait, il était question de nationaliser l'aéroport de Paris. Et donc, on a bien vu, en fait, à cette époque-là, que le nombre de signatures qui étaient nécessaires, qui se comptait, je crois que c'était 2 millions, il me semble, était quasiment impossible à atteindre de façon à pouvoir simplement ensuite être considéré. Mais le problème, en fait, c'est que si on lit l'article en question, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais il y a d'autres barrières. Donc déjà, ce n'est pas une initiative du peuple, mais c'est une initiative qui va provenir directement des parlementaires. Mais en plus de ça, en fait, quand bien même le peuple en fait, aurait fait monter par ses signatures à plus de 2 millions la pétition, en fait, ils peuvent, s'ils le souhaitent, finalement le refuser. Donc pour moi, c'est un vrai problème. Le référendum d'initiative citoyenne en France a été, alors moi, là où ça remonte le plus haut directement avec ce nom-là, et qui en 1989 a présenté déjà l'idée. Et si on remonte vraiment plus loin, on avait Condorcet, donc à l'époque de la Révolution française, qui avait déjà proposé des idées de référendum d'initiative citoyenne. Et d'ailleurs, Condorcet qui a lui-même influencé la Suisse, qui aujourd'hui est l'un des rares pays qui a une démocratie directe. Mais Vigimedia, en fait, va plus loin que simplement en disant il faudrait un RIC et un bon RIC, c'est-à-dire un RIC qui prenne au moins la possibilité de modifier la Constitution. Voilà, nous on prêcherait plutôt un RIC en toute matière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation. Mais on considère que le référendum d'initiative citoyenne, si lui-même n'est pas accompagné de médias qui sont eux-mêmes, on va dire, sains, en fait, c'est un véritable problème démocratique. En Suisse, en fait, on voit qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été proposés et parfois, en fait, avec des décisions qui vont à l'encontre de ce qu'on pourrait penser être le bon sens populaire. Les médias sont un polluant puissant ? Les médias sont un moyen, alors moi souvent j'appelle ça, c'est une interface entre les puissances de ce monde, puissances d'argent, et le peuple. C'est un outil de diffusion d'informations qui permet de faire passer des idées. Est-ce que c'est une manière de pirater l'opinion publique ? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'ingénierie sociale. Alors les médias, on peut évidemment le voir avec ce qu'on appelle les médias classiques, donc télévision, radio, journaux.
Internet aussi, presse sur Internet. On peut le voir de façon plus large. Là, dernièrement, il y a une étude qui est sortie qui montre à quel point en fait, l'intelligence artificielle joue également sur le fait de à la fois caresser le public dans le sens du poil et progressivement modifier en fait, son opinion. Mais on peut aller plus loin aussi en se disant tout l'audiovisuel de façon large. Les séries, les films, pour moi, c'est un outil énorme en fait, de promotion d'idéologie. Le cinéma. Et la musique également. Et d'autant plus que la musique, voilà, moi je vois ça parce que je l'ai vécu en fait à l'époque et j'avais déjà un peu de recul. Lorsqu'on est adolescent, lorsqu'on est encore en train de se former, il y a beaucoup d'idéologies qui sont passées en fait par la musique. Les médias et les arts permettent de modifier la perception du réel? Oui, tout à fait. Il y a eu une période pendant le XXe siècle dans laquelle il y a eu on va dire deux tendances qui s'appliquaient sur le contrôle de la population. Mmh. Il y a eu la tendance, alors c'est plus compliqué que ça, mais moi je vais le catégoriser comme ça, on va dire 1984, c'est un peu la tendance un peu à la dure, où on va censurer de façon directe, on va avoir quelque chose, vraiment le bâton on va dire. Et on a la tendance le meilleur des mondes, qui lui va caresser le public dans le sens du poil et progressivement lui faire modifier ses opinions sans que lui-même n'en soit conscient. Alors en réalité c'est plus compliqué que ça parce que dans 1984 on parle de la novlangue, ou d'ailleurs on dit le novlangue en tout cas dans les premières éditions que moi j'avais lues, qui est un moyen de réduire le langage et de progressivement en fait interdire à la population de penser par la réduction du vocabulaire. Le vocabulaire et les éléments de langage sont des éléments extrêmement importants qu'on retrouve dans les médias. Et tout à l'heure, je parlais par exemple de frappe chirurgicale, qui est clairement un terme qui a été utilisé pour promouvoir la guerre et pour promouvoir des intérêts. Vigimedia aussi, on se bat beaucoup justement contre la propagande de guerre, parce que clairement la guerre c'est quelque chose d'inhumain. Personne ne veut la guerre. Et l'idée c'est de la rendre acceptable? C'est ça, et en fait, de tout temps, ça s'est fait par une propagande d'une certaine façon. Je reviendrai après sur le XXe siècle, mais pour moi ça date de l'aube de l'humanité. Personne n'a envie d'aller se battre, personne n'a envie d'aller tuer son prochain. À part les psychopathes. Voilà, à part un certain nombre de... Il y a toujours en fait un pourcentage dans la population de personnes, malheureusement, qui n'arrivent pas en fait à ressentir un certain nombre d'émotions par rapport à l'autre. L'empathie. Voilà, notamment l'empathie. Et on va avoir d'un autre côté des personnes qui sont plus intéressées par leur intérêt personnel plutôt que l'intérêt commun. Mais voilà, la propagande pour moi ça existe de toute époque, et lorsque à l'époque du Moyen-Âge on avait des liseurs qui arrivaient dans les différents villages, qui sortaient leur parchemin, qui faisaient oyez, oyez, et qui allaient diaboliser l'adversaire pour que les populations aillent se battre, voilà, il n'y a rien de nouveau. Dans les grandes lignes. Après, il y a du nouveau dans les techniques de manipulation, et donc j'en reviens au XXe siècle. Il y a un personnage extrêmement important qui s'appelle Edward Bernays, qui a traversé tout le XXe siècle et qui est même mort au-delà de 100 ans au début du XXIe siècle, qui est l'inventeur des relations publiques, rien que ça. Auteur de Propaganda. Tout à fait. Propaganda, donc un livre qu'il a dû écrire, il me semble, dans les années 30. C'est lui qui a réussi à faire fumer les femmes enceintes? Alors les femmes de façon générale, pas particulièrement enceintes, mais ensuite voilà, ça s'est répercuté sur les femmes enceintes. Plus les femmes enceintes. Et ça en fait, ça s'est fait en effet grâce aux médias. C'était un exercice qu'il a lancé. Il a en fait annoncé à un certain nombre de journalistes. Venez tel jour, telle heure, on va vous montrer quelque chose d'incroyable. Il a d'un autre côté payé un certain nombre de vedettes féminines qui étaient toutes là et qui ont toutes sorti en fait la cigarette, qui l'ont présentée comme la torche de la liberté. Et qui l'ont glamourisée? Tout à fait. Et les médias, évidemment, en ont rajouté. Mais il y avait une manipulation qui a été faite sur les journalistes qui eux-mêmes l'ont répercuté en fait sur toute la population. Et ça, à la base, c'était commandité par l'industrie du tabac, qui ont permis de doubler leur chiffre d'affaires, parce qu'à l'époque, une femme qui fumait, c'était extrêmement mal vu, c'était très vulgaire, c'était les prostituées qui fumaient. Enfin,
Et c'est incroyable en fait de voir à quel point une opération comme ça de relations publiques a permis de changer radicalement une population. Vous êtes en train de nous dire que les journalistes sont les meilleurs agents du pouvoir, finalement. Ouais, et je pense que certains sont au courant et d'autres le font sans le comprendre. Je reviens quand même sur Bernays, il a eu différentes actions en fait sur le XXe siècle. C'est peut-être grâce à cause de lui, par exemple, que la voiture, grâce ou à cause, a été vraiment démocratisée. C'est-à-dire qu'avant, les tramways, les bus étaient très présents, et lui a vraiment travaillé pour que la voiture soit mise en avant. C'est lui qui est à l'origine de la fameuse affiche avec l'oncle Sam qui vous pointe du doigt et qui dit « I want you » et qui a fait entrer les Américains dans la guerre. Donc il a eu vraiment beaucoup d'influence. C'est lui qui a fait en sorte que le président des États-Unis, à l'époque, et ensuite je repense à Sarkozy qui faisait son jogging, ou Hollande qui s'est présenté comme un président normal, soit une personne qui se rapproche du peuple. Et donc en fait il a filmé en fait le président des États-Unis en train de prendre le petit déjeuner. Petit déjeuner d'ailleurs qui est une invention également des médias, petit déjeuner américain avec le bacon, qui était un moyen de contenter l'industrie du bacon. Donc voilà, on se rend compte. Et des céréales, non? Des céréales type Kellogg's? Ouais, Kellogg's, Cornflakes. Alors, j'ai plus en tête exactement la chose, mais oui, c'est tout à fait Donc possible. Bernays, il a en quelque sorte inventé le marketing politique? Voilà, c'est ça. Il a d'une certaine façon raccroché. Enfin, il y avait déjà évidemment des liens très forts entre l'argent et le politique. Mais là, en fait, avec les médias, justement, en plus d'être une interface avec le peuple, c'était une interface aussi, justement, qui s'est jouée en fait en triangle avec les médias. Donc voilà. Avant de revenir à Vigimedia, en 2005, vous avez voté pour ou contre la Constitution européenne? Alors c'est une question moi qui me met assez mal à l'aise et en même temps, je pense qui est assez importante et assez révélatrice. 2005, moi j'avais déjà l'âge de voter, mais j'avais 21 ans. Je suis né en 84, voilà, petit symbole. Ah oui, 1984. Donc voilà, j'étais encore un jeune adulte et j'étais pas encore politisé, comme je vous le disais tout à l'heure. Moi, je me détournais à la fois des politiques et des médias. Et donc cette question, avant le vote, le traité européen, moi j'en ai entendu beaucoup parler en famille, mais j'ai pas lu une seule ligne du traité, donc je me suis vraiment pas intéressé à la chose. Et je me suis quand même déplacé dans mon bureau de vote. Donc déjà, là, il y a un problème. Une personne, en fait, qui va dans un bureau de vote et qui ne s'est pas instruit sur le sujet en question. Je me souviens plus si j'ai voté blanc ou contre. Je pense pas avoir voté pour, mais je m'en veux un petit peu de même pas me souvenir du choix que j'ai fait dans l'isoloir à cette époque-là. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était sur machine à voter, je crois que c'était déjà sur machine à voter, il me semble en plus. Vous diriez que vous étiez un peu immature politiquement avant de changer radicalement? Complètement. Et pour moi, ça c'est un véritable problème. Si je suis immature politique, je prends en conséquence, je prends en considération ce fait et je ne vais pas m'exprimer, ça devrait être logique. Et malheureusement... vous êtes rattrapé par la suite puisque vous êtes devenu gilet jaune finalement. Très peu de Français en proportion ont été gilets jaunes, c'est-à-dire ont développé une conscience politique. Ah si, les gilets jaunes, c'était une partie importante de la population. Pour moi, c'est un mouvement vraiment historique par rapport à son ampleur. Oui, mais il aurait fallu qu'on soit 30 millions dans la rue finalement. Alors il y a deux choses en fait. Il y a gilet jaune dans le cœur, gilet jaune dans le soutien, gilet jaune de celui qui sort dans la rue dans les manifestations, gilet jaune de celui qui va discuter sur les ronds-points. En fait, gilet jaune, c'est plein de choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, lorsque vous allez entendre parler des gilets jaunes, on dit « ils ». Et moi-même, en fait, je vais dire « ils, les gilets jaunes », alors que moi-même, j'étais des gilets jaunes. C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose de très, très large. Et ce qui est très puissant, je trouve, dans les gilets jaunes, c'est qu'ils ont réussi très rapidement, où on a réussi, mais moi à l'époque j'étais pas encore assez impliqué, à réduire en fait les revendications à 3 seulement. Il y avait dégager Macron, il y avait retrouver du pouvoir d'achat,
Pour moi, le plus important, mettre en place le RIC. Le RIC. Mmh. Et ça, en fait, ça a été extrêmement puissant parce que c'était montré comme justement la clé qui ouvre toutes les portes. Et cette idée qui existait déjà depuis un moment, moi, j'ai commencé à entendre parler du RIC peut-être en 2009-2010, à l'époque où je me suis ouvert, on va dire, aux médias alternatifs. À cette époque-là, voilà, avant les Gilets jaunes, le RIC était encore assez méconnu. Et donc, les médias eux-mêmes étaient obligés d'en parler parce que voilà, le mouvement des Gilets jaunes était incontournable. Après, le problème, c'est que si on regarde les médias, ils ont quand même d'abord mis en avant, filmé les violences qui pouvaient exister, la casse dans un premier temps, les violences dans un second temps. Et donc, en fait, on entendait quand même beaucoup plus parler des manifestations et de la casse plutôt que, on va dire, de tout l'esprit politique qui est en train de se monter sur les ronds-points et ce qui était en train d'émerger au niveau des idées de façon générale, et notamment cette fameuse idée de la démocratie directe et de se dire, nous, le peuple, nous avons envie de prendre le pouvoir. Mmh. Vous regardiez quels médias en 2009-2010 indépendants? Alors, je ne pense pas qu'ils existent encore. Alors c'était intéressant parce que à cette époque-là, alors moi-même déjà les réseaux sociaux, je m'y suis mis entre guillemets assez tard. Je refusais d'aller les voir. Mmh. À cette époque-là, en fait, pour moi, il n'y avait pas encore de médias vraiment installés. Oui. Peut-être il y en avait un qui commençait à toucher beaucoup de monde, qui était Égalité Réconciliation. Alors le problème, c'est que c'était quand même un média très de droite. Moi, je suivais pas mal un média qui s'appelait... alors le nom est assez rigolo, c'est 911nwo.info, c'était le nom du site. Meta TV, vous l'avez regardé? Ah oui, Meta TV, ouais, tout à fait. C'est arrivé un peu plus tard, il me semble que c'est plutôt 2011-2012, qui a été créé par Tepa, qui aujourd'hui est décédé malheureusement. Oui. Qui était voilà, une personne qui donnait la parole à beaucoup de monde différents et qui a inspiré beaucoup de médias aujourd'hui. Donc oui, Meta TV, j'avais même, il y avait le Libre Penseur aussi qui était déjà présent, qui est un ancien. C'est Salim Laibi? Salim Laibi, ouais, c'est ça. Toujours actif, très actif. Toujours actif, ouais. Et Vigimédia, aujourd'hui, c'est une association qui manifeste tous les samedis. On peut vous trouver où d'ailleurs? Alors juste, je termine sur les médias alternatifs, j'en profite pour faire un tout petit peu de promotion pour un site que j'ai mis en place qui s'appelle info.crassi.fr. Bien sûr. Donc c'est une sorte de jeu de mots avec démocratie, mais info. Donc bien mettre le point, ne pas confondre, parce qu'il y a une autre personne, une journaliste indépendante qui s'appelle Infocratie également, qui fait du bon boulot. Et donc qui est un site qui permet de référencer en fait différents acteurs de la réinformation, que ce soit des médias alternatifs ou des personnalités. Alors c'est toujours un site qui est en construction et également qui se veut participatif, c'est-à-dire que vous pouvez faire des propositions et à terme, moi j'aimerais bien qu'il y ait des petites fiches, enfin qu'on puisse aller un peu plus loin. Qui est en fait, à la base c'était parti d'un tract qu'on voulait faire avec, ça s'appelait pas encore Vigimédia à l'époque, dans lequel qui s'appelait Réinformons-nous, qui comptait en fait proposer justement au public qui souhaitait en fait s'informer autrement différentes sources. C'est devenu un site qui s'appelait réinformons-nous.fr et à l'époque du Covid, c'est devenu info.crassi. Donc pour revenir sur Vigimédia, Vigimédia, la question c'était voilà, déjà nous on a réduit le rythme, c'est plus toutes les semaines ni même tous les mois, pour l'instant on fait seulement tous les 2 mois parce que c'est quand même assez épuisant. À une époque, en 2018, un peu avant les Gilets jaunes, on avait fait toutes les semaines devant Radio France. Mais c'est dommage qu'on a arrêté parce que c'est vraiment arrivé, on aurait attendu 3-4 mois supplémentaires, les Gilets jaunes arrivaient. Donc on a pu évidemment agir également dans les Gilets jaunes. Donc voilà, on est plutôt sur tous les 2 mois en ce moment. On était sur les premiers samedis du mois, on est passé plutôt au deuxième samedi du mois. Donc il y a un côté un petit peu stratégique là-dedans, dans le sens où c'est le moment où on va dire les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent sur leur compte ont encore un peu d'argent au début du mois.
Lorsque ça arrive le premier et le deuxième, parfois certains n'ont pas encore reçu leur salaire, donc on a reporté au deuxième, et également parce qu'il y a Nexus en fait qui fait des rencontres qui s'appellent les cafés Nexus, et eux qui le font le premier samedi du mois, et donc c'est le moyen aussi de faire du réseau. Donc les manifestations, c'est à la fois un moyen de se rencontrer. Voilà, je pense parmi vos auditeurs, là beaucoup en fait ont fait des rencontres pendant des manifestations. On trouve l'info de où ça? Sur votre site, les dates site vigimedia.info. Vigimedia.info, si on veut venir vous rencontrer, parler avec vous, parler avec des journalistes aussi. Ouais, tout à fait. Et donc au niveau des réseaux sociaux, là où on est le plus actif, ça va être sur Telegram et X. Après on est sur d'autres plateformes, sur Facebook, on est sur YouTube évidemment. Vigimedia avec un S. Vigimedia avec un S en un seul mot. Et donc le site vigimedia.info, de toute façon vous pouvez faire le lien, Instagram et TikTok également. Venez rencontrer les acteurs de Vigimedia et peut-être pourquoi pas adhérer à l'association. Ouais, alors pour l'instant on n'a pas encore ouvert l'association aux adhésions, tout simplement parce que on n'a pas encore ouvert de compte, on a eu des refus bancaires et voilà, on n'est peut-être pas assez actif là-dessus, on y travaille. Après, voilà, je veux dire que c'est quand même important de sortir en fait d'Internet et d'aller physiquement dans la rue. Le numérique, c'est important pour s'informer, mais ça ne vaut pas en fait les véritables rencontres. Et en termes de pression, ça ne vaut pas en fait le fait d'être sur place. Alors pour l'instant, les journalistes, lorsqu'ils entrent, ils sont déjà un petit peu penauds. Même quand on est 20, 30, 40, pour eux, c'est pas très agréable de devoir passer autour du cortège. Si on est 100, 200, 500, 1000, là, ça va être beaucoup plus problématique pour eux. Et imaginez en fait le sentiment que va avoir un journaliste lorsqu'il est obligé de passer dans une haie du déshonneur pour entrer dans son média. L'idée de Vigimedia, en fait, à la base, ce que Sylvain Baron, et notamment qui a écrit un livre qui s'appelle Révolte, a lancé, c'est de faire la révolution sans violence. Et donc il s'est inspiré en fait de différentes révolutions non violentes qui existaient dans le monde, et il a en fait compris que les instances de pouvoir et particulièrement les médias sont un point névralgique, parce que si le peuple arrive à contrôler les médias, en fait il peut parler à l'ensemble du peuple et ça peut faire un effet boule de neige gigantesque. Donc l'idée c'est que si on arrive à être suffisamment nombreux devant des médias, on se dit ok, maintenant on va le faire tous les jours, matin et soir. Les journalistes seront obligés de passer autour de nous. On le fait de façon complètement non violente, c'est-à-dire que on peut le faire par exemple en étant assis. Si on est assis, ça permet de faire en sorte que s'il y a des fauteurs de troubles, on les voit tout de suite et on peut les arrêter. C'est la désobéissance civile finalement. Alors c'est même pas une désobéissance civile parce qu'on a le droit. On a le droit de manifester. Là, concrètement, nous, en fait, on déclare les manifestations. On les déclare, entre autres, parce que la police, en fait, va être là pour nous protéger. Alors certains vont dire, voilà, pendant les Gilets jaunes, la police nous a tapé dessus. C'est vrai. Il y a clairement des ordres qui ont été donnés pour détruire le mouvement des Gilets jaunes par la violence. Ils ont pu nous taper dessus parce qu'en face, il y avait aussi de la violence qui a monté. Et donc, en fait, si dès le départ, on arrive en fait, à endiguer ça en faisant en sorte que, par exemple, les Black Blocs soient les seuls qui soient debout et qui soient directement, s'ils veulent faire du grabuge, neutralisés, voilà, en tout cas, s'il y a violence qui veut se faire, les Black Blocs sont les bienvenus en fait, dès lors que eux en fait, ne vont pas faire de grabuge. Mais si voilà, on arrive à déjouer ça dès le départ, n'importe qui pourra venir en sécurité dans ces cortèges. Donc c'est vraiment l'idée de le faire et en même temps d'avoir quand même une pression qui est là et que les journalistes en fait tous les jours en étant obligés de passer dans une foule de personnes qui va leur dire faites votre métier, respectez la charte de Munich, donnez-nous l'antenne. Au bout assez rapidement, je pense en 3-4 jours, si on est 1000, 2000, 5000, en fait, on peut négocier avec l'antenne, un temps d'antenne. Et là, en fait, on peut ouvrir une porte pour parler à un grand nombre de Français.
et ce, en fait, notamment si possible dans des médias publics. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la télévision ou la radio avec nous, parce que je le rappelle, c'est nous qui payons ces médias. Pour finir cet entretien, vous avez une écharpe rouge à la Christophe Barbier. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Vous êtes l'anti-Christophe Barbier. Oui, je suis l'anti-Christophe Barbier, je suis l'anti-Epstein. Voilà, enfin, on peut... Eh bien, venez rencontrer nombreux Vigimédia, vous mêlez à eux et puis regardez sur le site. Le prochain samedi, ce sera lequel? Ça sera donc le 9 mai, samedi 9 mai. Donc venez nombreux, on va commencer donc devant BFM, donc un beau symbole des médias, à partir de 14 h. Et donc Vigimédia, en fait, nous, on n'est pas simplement là, on prépare en général quand même des choses, parfois on fait de l'artivisme également, on fait des petits sketchs, on peut faire des chansons. C'est joyeux. Ouais, voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'à la fois on peut traiter des sujets qui sont lourds, mais en même temps, c'est un moment joyeux, on peut se rencontrer, on peut faire de l'humour. Vous n'êtes pas des ronchons. Non, absolument pas. On se définit comme des pangolins réfractaires et donc il y a de la joie aussi dans nos cortèges malgré les difficultés qu'on peut vivre, hein, parce que ça peut être lourd et c'est important physiquement de se retrouver et de remettre de la joie. Et après les rencontres aussi, souvent on va boire un coup ensemble et c'est un moment très convivial et qui permet encore de créer du lien, renforcer voilà, ce tissu qui peut exister entre nous. Merci à vous Pascal Pouvreau. Merci beaucoup Stéphanie et on se dit à bientôt. À bientôt.